Comment tu t'es logué? Donc là, lui, il comprend. C'est ça. Et normalement, il doit couper. Quand je rentre. Je vais essayer. T'as pas une consigne dans l'enregistrement là, quand on la fait? Je n'ai pas le lien. J'ai pas le lien. On n'arrive pas à voir le lien, je sais pas où c'est. C'est le seul truc qui compte, on s'en fout du chiffre. Tiens, repasse-moi le téléphone. Ce que je comprends pas, c'est que là on est bien logué quoi. C'est le problème des vieux pupitres. Ils sont grippés. Voilà, bonjour à tous. Merci infiniment d'être venus si nombreux à cette présentation de la saison 2015-2016. C'est très impressionnant et puis dans un même temps c'est très rassurant de vous savoir ici. J'espère que cette saison attisera votre curiosité. J'espère qu'elle provoquera votre adhésion aussi. Avant de rentrer dans le détail de la saison des 3 salles, je voulais vous dire quelques mots, vous présenter aussi la nouvelle charte graphique, la nouvelle cocarde de la Comédie Française, vous dire 2-3 mots du nouveau trombinoscope aussi. J'ai la chance de diriger un théâtre, vous avez la chance de faire partie de ce public, notre théâtre, qui n'a pas à faire le choix entre plus fort, mon Dieu, j'ai un micro pourtant, c'est pour ça que je parlais de mon frère. Quand je jouais au Pyrrhus, tout le monde m'entendait, je n'avais pas de micro, maintenant qu'on a mis un micro, on ne m'entend pas. Est-ce que les gens du son peuvent résoudre ce complexe problème? Est-ce que là, vous m'entendez? Bon, je vais élever la voix un petit peu. Je vous disais que la Comédie Française est un des rares théâtres à ne pas avoir à choisir
entre la vertu de sa mission patrimoniale, entre son passé, que nous respectons, que nous aimons tous, et puis son intention et son obligation aussi de s'inscrire dans le présent et de faire des créations contemporaines, quelquefois radicales, mais que grâce à la troupe notamment qui est formée pour ça, la Comédie Française est taillée pour parcourir tout cet alphabet entre les deux, de l'alpha jusqu'à l'oméga. C'est une des grandes qualités de cette maison. Et en même temps, la Comédie Française est démontée vers son passé. C'est normal. Je le rappelle toujours en m'extasiant sur cette chose-là, parce que quand on le redit chaque fois, on trouve ça extraordinaire. C'est la plus vieille troupe au monde en activité. Les comédiens français, la Société des comédiens français est la plus ancienne troupe du monde. Je les applaudis avec vous, fort heureusement, ils sont là. Et donc, cette troupe nous amène, parce que c'est 1680, parce que c'est une longévité extraordinaire, parce que nous sommes au centre de Paris, parce que l'épaisseur des murs et tous les fantasmes qui courent sur cette maison. Quand j'étais jeune pensionnaire, tous les fantasmes, la poussière, la famille des Atrides, tout ça, ça me rendait fou, hors de moi. Je voulais combattre ces choses-là. Et en même temps, petit à petit, en grandissant dans cette maison, je me suis dit que ces fantasmes étaient assez fertiles et que finalement, ça faisait qu'on nous aimait aussi pour ça. Donc je les combats un petit peu moins. J'essaie de les rééquilibrer. Et en parlant de rééquilibrage, comme c'était monté dans le passé, chaque administrateur a à cœur et comme mission d'essayer de moderniser l'image de cette maison par le biais notamment de sa communication. Je voudrais remercier ici l'agence de graphistes avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle C-Album, qui ont rendu un travail que je trouve admirable. Ils ont tout écrit quand ils m'ont rendu le dossier de candidature. Ils ont tout écrit en alexandrin, ce qui n'a pas été pour me déplaire évidemment, mais c'était vraiment très beau. Et puis donc, ils ont inventé cette nouvelle cocarde. Vous vous souvenez de ce qui était l'ancienne estampille? C'était une estampille, en fait, qui permettait d'archiver depuis 1920, pas avant, depuis 1920, je l'ai appris, qui permettait d'archiver les documents de la Comédie Française. Et comme le 1680 pignon sur rue, je trouvais nous amener trop vers le passé, j'aurais demandé de la moderniser un petit peu. Et je l'aime beaucoup, on m'a dit, je n'étais pas là, je n'avais pas eu la chance de le connaître. Mais quand Antoine Vitesse est arrivé à la tête de cette maison, il s'est adressé aux comédiens en leur disant « J'aime à penser que la France est le plus beau pays du monde, j'aime à penser que Paris est la plus belle ville de France, et j'aime à penser que la Comédie Française est le plus beau théâtre de Paris. » Il avait inventé le Google Maps avant l'heure, et je trouve que ceci nous amène à ça. Ça me fait penser aussi à cette petite figurine qu'on cherche sur les plans quand on est perdu quelque part et qui dit « Vous êtes bien ici ». J'aime cette chose-là. C'est aussi les ondes qui sont créées par quelque chose qu'on jette dans une mare et dans un puits, toutes les ondes de choc et les ondes excentriques. J'aime ça énormément. Nous allons parler avec deux polices que vous retrouverez dans votre brochure aussi. Une police qui est une police qui instinctivement nous ramène à la littérature, au roman. Parce que nous défendons ici, parce que la troupe est là avec une formée pour, nous défendons beaucoup un théâtre de texte que j'aime éperdument. Donc la littérature, qui est une autre police, ça s'appelle le Mignon et le National, c'est deux polices différentes. Il y en a une autre qui s'amuse d'une façon moderne à tourner autour de la lettre classique. Ce qui me ramène toujours à ce que je pense de cette maison entre l'alpha et l'oméga. Vous aurez aussi, d'ailleurs, dans vos brochures, sur la petite figurine qui vous indique ce qui est des créations par rapport aux reprises. C'est une maquette d'un costume de l'amour médecin qui date de 1920, qui est retraité par ordinateur, et les trames que nous permettent l'ordinateur nous font penser beaucoup, finalement, quand on les pousse, beaucoup nous font penser aux gravures de Dürer, toujours le passé et le futur que j'essaye d'associer cette saison. Et puis le nouveau trombinoscope que vous avez au cœur du projet, parce que la Comédie Française, la troupe de la Comédie Française est au cœur du projet de l'administrateur, est au cœur de cette maison. À partir d'aujourd'hui, dans le métro, vous verrez des grandes affiches comme celle-ci, plus une photo de chaque acteur de cette maison, un par station. C'est le doyen qui, de sa main, il me semble, a choisi qui serait dans quelle station, alors, en faisant comme ça. Nous avons été Père Lachaise, Dieu des Boulets, voilà, ce genre de choses. Je pense que
que les acteurs n'auraient pas aimé, mais toutes les autres, on les a choisis, et vous verrez, c'est très impactant. J'ai choisi un photographe qui s'appelle Stéphane Lavoué, qui a fait beaucoup de portraits, mais je les aime énormément, ces portraits. Je me suis posé la question de à quoi ça sert un trombinoscope. Alors évidemment, c'est le premier rapport qu'un metteur en scène a avec la troupe, notamment quand il arrive à l'étranger et qu'il ne connaît pas les gens. C'est la première chose, et je me disais à quoi ça sert. Moi, quand je suis dans une salle de spectacle, ce que j'aime, les émotions sont des fois rares au théâtre, mais elles sont à nul autre pareil, parce que j'ai toujours des grandes émotions quand je me vois représenter, quand finalement l'acteur est plus un autre moi-même qu'une personne déifiée sur des coturnes et éloignée. Donc j'ai choisi ce photographe parce qu'il est capable d'aller chercher l'humanité des gens et des visages. Je reconnais, moi, les acteurs de la troupe d'une manière incroyable. Il va chercher la magnifique humanité et puis la crasse humanité des gens. Ça nous représente. Je me disais que l'administrateur, finalement, est une sorte de Noé qui a une arche, et dans les flancs de son théâtre, il est censé avoir tous les animaux du monde pour représenter l'ensemble du répertoire. Donc les animaux légers, virevoltants, les loups, les rugueux, les taciturnes, les joyeux, absolument tout. Et je lui ai demandé d'aller chercher justement ces qualités-là de douceur, de rugosité chez les uns et chez les autres. Et vous verrez aussi que ce photographe a un rapport à la peinture, je trouve extraordinaire. On dirait des Rembrandt, des Velázquez. Donc, comme je passe ma vie, moi, rempli de tableaux d'anciens sociétaires, c'est pareil, c'est un chemin que nous faisons entre le passé et le présent en nous dirigeant vers le futur. Voilà, j'en ai fini pour les nouveaux atours de la communication de cette maison, et je rentre maintenant dans la description de la saison. Je commence, Dieu l'oblige, par la salle Richelieu. Nous allons commencer par une mise en scène de M. Arnaud Desplechin. Je crois que vous connaissez tous Arnaud Desplechin en tant que réalisateur. Il vient de faire un film absolument admirable qui a fait beaucoup de bruit à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui est sorti, qui est sur les écrans depuis quelques semaines. Arnaud Desplechin, on le connaît bien dans la troupe parce que c'est un spectateur extrêmement éclairé, de longue date, parce qu'il a tourné avec la troupe de la Comédie Française La Forêt Rostowski dans cette collection de captation dont l'été dernier nous venons encore de tourner Les Trois Sœurs par Valeria Bruni-Tedeschi. Et quand j'ai vu ce film, tourné donc par Desplechin, j'ai trouvé que le mariage entre le cinéma et le théâtre était absolument exemplaire, absolument magnifique. Ça me faisait, je trouve ça aussi pertinent, aussi beau que Daniel 42e rue. Et je me suis dit, en regardant ce film, mais bon sang, ce réalisateur est un homme de théâtre, est un metteur en scène de théâtre. Et j'ai eu la chance de tourner une journée avec lui au début de la saison. J'ai attendu un moment autour de la table de régie où j'ai pu lui faire ma proposition. Il en a été assez étonné, mais j'ai senti que l'hameçon était planté quelque part. Donc, il allait sans doute venir, nous avons beaucoup parlé autour. Il m'a énoncé des choses que j'ignorais de sa manière de fonctionner, notamment qu'il avait besoin de relire du théâtre avant d'écrire ses films. Donc tout ça me confirmait. Et puis nous sommes convenus, c'était la proposition de M. Desplechin, de reprendre et de travailler sur Père de Strindberg. Il m'en a parlé parce qu'il avait vu la présentation il y a, je crois, 24 ans sur ce plateau. C'était une mise en scène de Patrice Clairbras, pour ceux qui s'en souviennent, avec Jean-Luc Boutet, en rôle du capitaine, et aussi Catherine Samy, en rôle de la nourrice. Et Arnaud, on avait un souvenir exact et extrêmement ému, et il voulait travailler sur cette mémoire. Donc je trouvais que c'était très joli, cette histoire, parce que la mémoire était alliée à une première fois. Donc je suis absolument ravi qu'il ait accepté de venir faire cette première mise en scène à la salle Richelieu. Voilà. Ensuite, seconde création, je vous parlerai des reprises ensuite. Seconde création, je vais moi-même mettre en scène et assurer la scénographie de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Il y a quelque temps, on m'a demandé de réfléchir sur la scénographie de cette pièce. Je l'avais étudiée par ce truchement-là, et finalement, quand on est scénographe, on ne s'enquiquine pas trop avec des histoires de narration, on essaie de trouver les axes et comment on pourrait le représenter. Je me suis souvenu de ça, j'ai relu la pièce comme ça, et cette pièce m'a beaucoup étonné parce que c'est ce que j'appelle moi des pièces fantômes.
À savoir que quand vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez Roméo et Juliette, tout le monde vous dit, ah oui, oui, bien sûr. Dès qu'on leur demande, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette pièce? Là, ça s'arrête, ah, c'est une très belle histoire d'amour. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Parce que l'histoire d'amour est très belle, ce jeune Roméo est perdument amoureux d'une fille et qui, dès qu'il en voit une autre, l'abandonne absolument pour être éperdument amoureux de la seconde, et qui en 4 jours est capable de l'épouser, de la connaître bibliquement et d'en mourir. C'est le 19e a mis une couche de romantisme là-dessus que j'aimerais un petit peu diluer pour revenir à une acception un peu plus large de cette pièce, qui est une pièce de Shakespeare, et on se souvient en lisant cette pièce que c'est aussi le Shakespeare de Macbeth. C'est aussi un Shakespeare extrêmement sanglant, extrêmement violent, qui traite du sujet de la vendetta, qui traite du sujet de la haine sans raison, parce qu'on n'en connaît même plus l'origine. Ça fait une immense partie de cette représentation, même si effectivement les scènes d'amour dans Roméo et Juliette sont exemplaires d'amour brûlé est extrêmement vif. Donc je suis ravi d'avoir la troupe qu'il faut pour essayer de développer, de redévelopper cette pièce. Ce sera donc la seconde création. Ensuite, il y a, en tant qu'administrateur, finalement, on s'adresse toujours à 2 publics dans cette maison. On s'adresse à vous, en premier lieu, bien évidemment, parce que nous avons besoin de votre soutien, de votre adhésion. On s'adresse aussi au public de la troupe. Il y a de temps en temps des metteurs en scène qui font des biens aux 2, ils sont exceptionnels. Parce qu'ils font aussi grandir l'art de l'acteur, parce que ce sont d'immenses pédagogues. Je veux parler de M. Alain Françon. Vous le connaissez bien, ça fait 30 ans qu'il travaille avec cette maison, il est comme une famille. Chaque fois qu'il revient ici, il nous connaît tous très bien, il rencontre des jeunes qui viennent de rentrer, il s'étonne que certains soient partis, mais il connaît extrêmement bien cette maison, et je sais que pour avoir eu la chance de travailler avec lui, dernièrement, il a réussi à m'expliquer des choses qu'on me racontait depuis à peu près 20 ans de carrière, que je n'avais pas encore bien compris. Il a réussi à me les synthétiser avec un art, une pédagogie extrême. Donc je suis ravi pour la troupe de la Comédie Française qui soit là. Et puis, il y a un titre qui est passé au comité de lecture il y a quelques saisons, qui est La Mer. Comme la Père, je précise que La Mer, c'est celle qu'on va lancer le long des golfes clairs, il n'y a pas de confusion entre les deux. Donc, La Mer d'Edward Bond. Edward Bond, qui est un des grands auteurs anglais, un des grands écrivains du XXe siècle, qui a cette grande chance d'être un auteur classique de son vivant, parce que ce monsieur est encore vivant. Les gens ne pensent plus tellement il est connu. Alain Françon et Edward Bond, c'est un couple de théâtre, c'est un couple metteur en scène écrivain qui a derrière lui énormément de spectacles tout à fait exemplaires et manifestes. Et cette pièce a la particularité, Edward Bond, généralement, on est toujours un petit peu relatif en disant mon Dieu, ça va être violent. Il va y avoir des jeunes gens en t-shirt avec des crêtes qui vont balancer des briques dans les berceaux. Et là, quand j'ai vu cette pièce-là, et vu le premier réflexe, le comité de lecture est composé de grandes personnalités extérieures, qui sont des lecteurs éclairés, et il est aussi composé de sociétaires de la maison, qui, eux, généralement, répondent en tant qu'ouvriers de la chose, en disant c'est peut-être moi j'adorerais jouer ça, j'aimerais tellement avoir tel rôle ou tel rôle. Et quand cette pièce est apparue, je me suis dit c'est une vraie pièce de troupe, parce que le générique est nombreux, mais aussi parce que immédiatement les sociétaires présents avaient envie de s'emparer des rôles. Ça, c'est une gourmandise là. C'est une pièce qui se passe au début de 1900 sur la côte anglaise. C'est les thèmes habituels, c'est le thème habituel des Bourbons, à savoir un inconnu arrive, ou l'inconnu, dans une acception plus large, arrive face à une micro-société qui se recèle. Ça peut nous raconter pas mal de choses à l'heure actuelle. Mais tout ça se passe, encore une fois, c'est une comédie. Dans une pièce à costume, avec des grands paris scénographiques. Je suis assez heureux que ce soit pas moi qui m'en charge, parce que c'est très compliqué d'installer là, mais c'est un vrai pari très gourmand. Et puis surtout, en lisant ça, moi qui suis assez amoureux de cette littérature, je me suis ressouvenu, c'est bête de ma part, mais je l'avoue, que Edward Bond était un écrivain anglais qui faisait partie d'une longue tradition d'écrivains anglais. Et ça me faisait beaucoup penser à Thomas Hardy, à Jules Obscur, à Thèse de Burville, à ces personnages aux mèches collées par les embruns qui crient dans les langues, etc. Cette espèce de grand romantisme lâché, comme ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est beau, parce que c'est une pièce assez exogène par rapport, et en même temps c'est exactement son thème, mais je trouve que revenir
avec Bond et le créer ici. Je trouvais que c'était une pièce totalement contre la comédie française. Donc je suis ravi qu'Alain Françon accepte de s'en charger à la salle Richelieu. Ensuite, la dernière création ici à la salle Richelieu sera Britannicus de Racine. Je ne raconte pas l'histoire, tout le monde la connaît. Et c'est M. Stéphane Braunschweig qui va se charger de la mise en scène. Vous connaissez tous Stéphane Braunschweig, qui est le directeur de la Colline, qui était le directeur du PNS avant l'État national de Strasbourg, qui est un homme de théâtre extrêmement important, que j'ai rencontré. J'ai vu énormément de ses spectacles, j'y vais pratiquement à chaque fois, parce que j'aime beaucoup son théâtre, il m'intrigue, je trouve toujours une immense intelligence. Et puis, je l'ai connu mieux parce que nous avons candidaté tous les deux à cette maison. Donc, nous nous sommes croisés en nos grands oraux. On se disait, merde, oui, je prends, merde à toi, tu feras. On s'est connus comme ça, finalement. On s'est envoyé des mots de félicitations. J'étais ravi de régater à ce moment-là avec un tel homme de théâtre. Et puis, je m'étonnais, j'étais persuadé que Stéphane Braunschweig, vu qu'il n'était jamais venu à la Comédie Française, j'étais persuadé qu'il y avait une sorte de réflexe de la rétro. Moi, je suis dans le contemporain, je ne viendrai jamais à la Comédie Française. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai très envie de venir à la Comédie Française. Gilles David, qui est sociétaire ici, m'a dit la même chose, ça fait très longtemps qu'il veut venir. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il m'a dit qu'il avait fort intéressé les metteurs en scène les administrateurs qui avaient eu les mandats les plus courts, et puis il n'était pas dans l'angle de vision de ceux qui avaient eu les mandats les plus longs. Donc je lui dis, j'espère que ça ne gagne pas des séries pour moi, parce que je vais te faire une proposition quand même. Voilà. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu aimerais monter? Et il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi monter un classique. Parce que comme il doit être exemplaire des théâtres qu'il dirige, évidemment, on s'attend toujours que Stéphane Braunschweig monte du théâtre contemporain, alors qu'il a un amour immodéré et une immense connaissance du théâtre classique. Donc, Britannicus, pièce qui mêle d'une façon extraordinaire et qui nous parle, et qui nous parlait, et qui nous parlera de l'imbrication du psychologique et du politique. Voilà. C'est deux choses extrêmement mêlées. Nous le voyons tous les jours et nous continuerons à le voir. Voilà, pour la salle Richelieu. Il y a toute une série de reprises, évidemment, comme habituellement. Nous reprendrons dans l'ordre de Misanthrope, dans la mise en scène de Clément Léger, La maison de Bernarda Alba, qui vient de commencer. Pour ceux qui n'ont pas vu, venez voir ce spectacle, je le trouve absolument magnifique. La double inconstance, dans la mise en scène d'Anne Kessler. Nous reprendrons Cyrano de Bergerac, dans la mise en scène de Denis Podalides. Nous reprendrons également Lucrèce Borgia dans la mise en scène de Denis Podalides, Tartuffe dans la mise en scène de Galina Stoyev, Le chapeau de paille d'Italie dans la mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti, ainsi que Le fil à la patte dans la mise en scène de Jérôme Deschamps. Voilà pour la saison de la salle Richelieu. Il y a une petite chose en plus qui est une série nouvelle. Au-dessus de ce lustre, il y a un espace qu'on appelle la coupole de la Comédie Française, qu'il y a très longtemps, Renato Bianchi, qui était notre ancien chef tailleur ici, a connu quand il était petit humain dans cette maison, ces ateliers libres, où on faisait des ateliers volants, et ensuite il y a une machine de climatisation tellement grosse que ça a pris tout l'espace. Et puis, aux derniers travaux que nous avons fait à la salle Richelieu, nous avons pu changer tout ça et réouvrir l'espace de cette coupole qui est merveilleuse. Il y a juste de la lumière, parce qu'il y a des fenêtres tout autour. Et puis c'est un espace blanc, nous avons juste rajouté un plancher, un podestre et un pupitre. Et je vous convie à une série qui s'appelle Le Grenier des acteurs. Ce théâtre, ici, il a une particularité, c'est que vous connaissez les acteurs. Vous les voyez rentrer dans cette maison, vous suivez votre évolution. Peut-être certains se souviennent de mon entrée il y a 23 ans et sourient en disant tiens, voilà l'illustrateur, voilà de suivre le parcours des uns et des autres. Donc vous avez au-delà de moi un rapport direct entre spectateur et acteur. Et par exemple, pour ne citer que ça, cette série très belle qui va continuer au studio théâtre qui s'appelle École d'acteurs, vous avez rendez-vous avec la formation, ce qui a fondé l'art des acteurs. Là, vous aurez rendez-vous en fin d'après-midi, c'est une fois par mois, le mardi. Vous aurez rendez-vous dans cette lumière finissante qui est toujours très très belle de la fin du jour, avec le livre de chevet
ou le roman fondateur, ou quelque chose qui est de l'ordre de la proposition des acteurs. Donc c'est une nouvelle série à la salle Richelieu. Voilà, pour la salle Richelieu. Au théâtre du Vieux-Colombier, nous commencerons par, je ne vais pas vous dire qui est M. Christian Eck, qui j'espère ne peut pas dérouler dans ce décor trop tôt pour la répétition, mais ce n'est pas la peine que je continue. Vous ne verrez que lui. Vous connaissez quel clown extraordinaire qu'il est, et peut-être avez-vous déjà oublié qu'il a fait une carrière avant évidemment de comédien, mais aussi de marionnettiste, notamment chez Philippe Gentil, totalement extraordinaire. C'est un immense manipulateur de marionnettes, Christian. Et on a quelquefois du mal dans ce théâtre ici à lui donner de quoi exercer cette spécificité-là. Et j'y pensais cet été en disant, quand il y a des acteurs qui ont un tel monde à côté d'eux, il faut s'en servir, évidemment. Et je crois que Christian a eu la même idée, et à la rentrée, on s'est pratiquement parlé ensemble d'une même proposition. Christian m'a dit qu'il aimerait travailler avec Valérie Le Sort, qui est plasticienne et qui va se charger de la mise en scène et de l'adaptation avec lui. Il m'a parlé de son amour des poissons des profondeurs. Les poissons qu'on connaît maintenant, mais qui ont été totalement fantasmés pendant très longtemps, notamment celui qu'on aime tous, qui est une petite liseuse intégrée comme ça pour lire au fond de l'eau, et qu'il avait une passion de ça, et donc nous sommes convenus de travailler sur 20 milieux sous les mers de Jules Verne, dont il va faire une adaptation. La seule réserve que je lui ai dit, je ne vais pas engager des marionnettistes ou des manipulateurs professionnels, je veux que tu apprennes cet art-là à tes copains de la comédie française, donc que ceux qui vont jouer des personnages dans le Nautilus, c'est les mêmes qui vont partir en apnée de l'autre côté du hublot pour faire tous les poissons. Ce sont des marionnettes hybrides. Christian vous en parlerait mieux. C'est des marionnettes qui laissent apparaître souvent le visage des marionnettistes, mais dont le reste du corps est remplacé par de magnifiques marionnettes. Donc ce sera le premier spectacle au Vieux-Colombier. Ensuite, je fais revenir dans cette maison, parce que pour plein de choses, notamment parce que j'ai dirigé la CRI à Marseille pendant de bonnes années, donc il n'avait plus le temps de travailler avec nous, j'ai à cœur de faire revenir M. Jean-Louis Benoît. Pour ceux qui s'en souviennent, vous êtes nombreux, c'est lui qui a fait un très beau Scapin ici, c'est lui qui a fait un menteur de Corneille, c'est lui qui a fait le réviseur de Gogol, le moine de la Biche. Il a fait de très grands spectacles sur ce plateau, et il a laissé dans la troupe un souvenir très heureux, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux, gourmand, et pour qui le théâtre est une sorte de gâteau dans une pâtisserie, et c'est toujours très agréable de travailler dans ce sens-là. Il va travailler sur les rustres de Godeny. Voilà, une pièce extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus montée que ça, cette pièce. Une farce acide, comme souvent chez Godeny. C'est l'histoire de rustres vénitiens qui s'ingénient et essaient d'enfermer dans leurs maisons insalubres leurs femmes et leurs filles. Évidemment, c'est pas eux qui vont gagner, et à force d'enfermer ces femmes et ces filles, leur solidarité va faire exploser les murs de ces maisons, et vous découvrirez la fin. C'est une pièce extraordinaire, je vous invite à venir la voir au Vieux-Colombier. Ensuite, David Lescaut, qui est un metteur en scène, qui est un auteur, c'est un jeune homme, mais c'est un auteur qui est déjà édité, qui est déjà traduit dans plusieurs langues, et qui est venu me voir en disant « j'aimerais monter une pièce ». Je m'attendais à ce qu'il me dise « de moi », et il m'a dit « pas de moi ». Donc il voulait monter, ce que j'ai trouvé très évident et assez intéressant. Il m'a dit, je ne connaissais pas cette œuvre, il m'a dit « je voudrais monter les derniers jours de l'humanité de Karl Kraus ». J'ai découvert cette œuvre assez incroyable. Karl Kraus, c'était un journaliste et pamphlétaire autrichien qui, lors de la Première Guerre mondiale, s'est donné comme injonction et a prévu de dire ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de tout ce que vous dites, de tout ce que vous prononcez, de tout ce que vous énoncez dans votre folie guerrière, et un jour, je vous le présenterai en miroir, et je vous préviens qu'il ne sera pas déformant, ces miroirs-là, et vous verrez qu'il vous fera peur. C'est un texte fondateur notamment des antimilitaristes. Je me suis dit que voilà, dans le centenaire que nous avons pour il y a quelques saisons sur la guerre 14-18, c'était un point de vue très intéressant. Il a écrit une somme, plusieurs centaines de pages, des centaines de scènes, des centaines de personnages. Donc
David Lescaut va trouver un chemin à l'intérieur de cette œuvre-là, et c'est une œuvre qui est évidemment acide, violente, et totalement réjouissante aussi, parce qu'elle a une forme de cabaret, et David va s'en emparer comme un cafconce ou comme un cabaret viennois. Ce sera donc au Théâtre du Vieux-Colombier. La quatrième création, et là je reviens à ces metteurs en scène qui peuvent être fondateurs pour l'art de l'acteur. Je suis heureux de vous annoncer le retour de M. Anatoly Vassiliev à la Comédie Française. Anatoly Vassiliev avait monté un bal masqué de Lermontov sur ce plateau. Il avait monté Amphitryon de Molière sur ce plateau. Anatoly est un chercheur. Toute sa vie, il aura cherché. Pour un comédien, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, on attrape un fil d'Ariane qui est celui du théâtre russe de Meyerhold de Stanislavski, et on en a tout d'un coup un éclairage véritable qu'on arrive à comprendre. C'est quelqu'un qui suscite des adhésions pour la vie et des rejets de même. C'est quelqu'un qui vraiment sépare les choses parce qu'il a fondamentalement des choix extrêmement radicaux et absolument magnifiques. Je le connais parce que j'ai fait cet Amphitryon avec lui. Il y a eu dans ma carrière un avant et un après Vassiliev, parce que j'ai rencontré un maître, j'ai compris quelque chose de ce métier que je n'avais pas compris encore. Je suis absolument ravi qu'il revienne. Il m'a écrit un petit mot quand j'ai été nommé administrateur de cette maison, en me félicitant. Je lui ai répondu, pour paraphraser Amphitryon, que je ne pouvais plus répondre non, ça n'était pas moi. Je me suis dit, pour le coup, c'est moi qui suis à ce poste-là. Et puis, on s'est revus. J'ai appris que depuis, il avait travaillé sur des auteurs dont je ne connaissais pas le nom, à savoir Cortès notamment, à savoir Pirandello et Duras. Et tout d'un coup, je me suis dit, Duras, formidable, et est-ce que tu accepterais de venir monter au Théâtre du Vieux-Colombier? Donc il va monter la musique à deuxième de Marguerite Duras au Théâtre du Vieux-Colombier. Et puis ensuite, nous finirons la saison au Théâtre du Vieux-Colombier par une reprise création du Dandin qu'avait monté M. Hervé Pierre, qui est un spectacle qui va tourner toute la saison, d'abord au Maroc et ensuite en France, pour revenir ensuite pour clore, qui sera la reprise, donc pour clore la saison du Vieux-Colombier. Et quand Hervé a fini de l'exploitation de la création de ce spectacle, il m'a dit, j'ai eu une idée en cours que je n'ai pas eu le temps de faire, mais je me suis beaucoup intéressé à la jalousie du Barbouillé, qui est en fait une préfiguration, une sorte de brouillon d'ébauche que Molière avait fait 20 ans plus tôt, et qui a donné ensuite Dandin. Donc Hervé a dit, j'aurais dû mettre ça à l'intérieur, et comme il y a une reprise, je lui ai dit, c'est l'occasion de le faire. Donc ce sera le Georges Dandin que vous connaissez, mais avec comme bonus, j'allais dire, la jalousie du Barbouillé à l'intérieur. Voilà pour le Théâtre du Vieux-Colombier. Il y a 2 nouvelles séries au Théâtre du Vieux-Colombier. Une série qui va s'appeler, et qui concernera 4 samedis dans la saison, qui s'appelle Lecture vagabonde. J'ai à cœur, parce que nous en avons la curiosité, que je suis persuadé que vous l'avez aussi, de se déplacer de continent en continent pour aller s'intéresser à des dramaturgies qui nous sont un peu lointaines, qui pourraient venir sur notre plateau un jour, mais pour lesquelles on fait une sorte d'approche. Nous allons commencer avec un auteur qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui est congolais, qui s'appelle Sonny Labutansi, et qui était un des pères fondateurs de la dramaturgie et qui a donné un nombre d'auteurs africains qui ont suivi, qui se sont mis dans son sillage. Donc on va commencer par le père fondateur, et ensuite nous lirons les œuvres de Léonora Miano, de Julien Mabiala-Piscilla et de Akimba. Ce sera donc 4 samedis au Vieux-Colombier. Et à l'intérieur de ces samedis-là, j'ai la chance, depuis que je suis administrateur, d'avoir assez régulièrement dans mon bureau pour des propositions et puis des discussions autour de l'organisation de cette maison, de Agathe Sanjuan, qui est conservateur archiviste de cette maison. Vous savez que la Comédie Française a des trésors et continue à abonder les trésors du futur en archivant tout ce que nous faisons. Et Agathe est une personne extrêmement précieuse de cette maison qui me racontait des choses sur l'historique de cette maison qui sont totalement passionnantes. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ce serait formidable d'en faire un spectacle et que vous puissiez en profiter. Notamment, elle m'expliquait qu'il y a longtemps, sur ce plateau, étaient montées 2 pièces en miroir, parce que les gens venaient au théâtre beaucoup plus tôt, sortaient beaucoup plus tôt aussi, parce qu'on n'arpentait pas les rues de Paris la nuit, parce que c'était dangereux, et que ce répertoire-là, on ne le joue plus, pas
pas parce qu'il est tombé dans des yeux dessus, pas parce qu'il est inintéressant, parce qu'il fonctionne vraiment au miroir. Donc je vais demander à la troupe de rejouer, de relire en les compactant évidemment ces pièces, et puis de faire, on va appeler cette série les journées particulières. Quand vous viendrez, on pourra vous dire, vous êtes par exemple le 9 janvier 1814. On va vous dire combien vous avez payé votre billet de théâtre, d'après le métier que vous faites, combien le billet de théâtre coûte par rapport à votre salaire, comment est-ce que vous êtes venu, où est-ce que vous êtes arrivé, quel était le contexte politique à ce moment-là à Paris, éventuellement en France, éventuellement en Europe, pour que vous fassiez une plongée dans l'histoire, pour qu'on se redonne l'occasion de savoir comment le théâtre de la Comédie Française fonctionnait dans l'histoire. Voilà, j'espère que vous goûterez ces choses-là, et vu l'intérêt que j'en ai eu quand Agathe en a parlé, je suis absolument persuadé que c'est un plaisir à partager avec vous. Voilà pour le Vieux Colombier. Il y a toujours le bureau des lecteurs, que vous connaissez, sous l'égide de Laurent Mulaizen, qui est le conseiller littéraire de cette maison, qui continue à faire émerger tous les textes, à lire, à recevoir tous les textes qui sont envoyés à la Comédie Française, et faire émerger les perles de cette, sélectionner les perles de tous ces envois, et qui sont lus, une partie au Vieux Colombier, une partie au Studio Théâtre. Nous continuerons cette série, elle est très importante pour nous. J'arrive maintenant au Studio Théâtre, dont je suis très heureux de pouvoir encore le programmer. Nous allons commencer par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Marie Raymond. Pour ceux qui la connaissent, c'est celle qui a fait un très joli spectacle, qui a fait sa renommée sur les mémoires d'André Agassi. Voilà, c'est un spectacle qui s'appelait André. Et elle travaillait déjà avec M. Sébastien Poudreau, qui serait également à la mise en scène, Sébastien Poudreau étant un jeune pensionnaire de la maison que vous connaissez, je pense. Marie a fait aussi un spectacle à la Colline l'année dernière qui s'appelait Vert Vanda, qui était une réflexion sur ce film unique qu'a fait Barbara Loden, la femme d'Elia Kazan. C'était toute une rêverie, elle fait toujours des sortes d'ovnis assez intéressants, je lui ai proposé de travailler, et puis elle m'a dit qu'elle avait découvert un bouquin d'un critique musical qui s'appelle Danny Marcus, et qui a écrit un bouquin assez passionnant sur l'enregistrement de la chanson de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que vous connaissez tous. Et ça m'a fait, alors lointainement, mais il y a un rapport, penser à la critique de l'école des femmes. Ça, la critique de l'école des femmes, c'est qu'on prend le prétexte d'une sortie de théâtre pour parler de théâtre, pour envoyer quelques piques et régler quelques comptes, nous dire on avait besoin, mais aussi pour parler de la création. Et là, c'est pareil dans l'enregistrement de cette chanson, qui a duré très longtemps pour des raisons de musiciens convoqués au même public au même moment, d'un batteur qui était absent, que Bob Dylan lui-même ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Donc, entre ces prises, finalement, on apprend de quoi se fait une création, et de quoi surtout les grands artistes font, quel maillage ils utilisent pour créer. Ce maillage est fait d'autant de volontarisme et de choses prédestinées que de hasard. Et c'est ce qu'on voit dans cette chose-là. Et puis, il y a une jeune génération à la Comédie Française qui est très férue de musique, qui sont très musiciens. Et j'espère bien que nous allons aussi assister à une sorte de bœuf musical réjouissant. Voilà pour le studio théâtre, la première création. Ensuite, nous reprendrons, vous avez sans doute vu ce spectacle, amener vos enfants pour le voir, nous reprenons Le Loup de Marcel Aimé dans la mise en scène de Véronique Ducala. Il y a un moment de la saison où vous pourrez voir Michel Guillermo dans Loup à 18h30 et Cyrano Bergerac à 20h30. Presque le même personnage, mais pas pour le même public. Ensuite, Maëlle Poésie, qui est une jeune metteuse en scène qui vient, d'ailleurs comme Marie Raymond, elles ont fait le Théâtre national de Strasbourg. Maëlle Poésie va monter deux textes de Tchekhov qui sont Le Chant du cygne et L'ours. J'ai repéré Maëlle parce que j'ai vu un Candide cette saison en revue parisienne que j'ai trouvé limpide et réjouissant. Je lui ai demandé si elle voulait bien venir avec nous. Elle a dit j'aimerais beaucoup travailler sur le classique. C'est formidable, que tu sois jeune et que tu aies travailler sur le classique. Très bien, viens le faire chez nous. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est deux petits récits de Tchekhov splendides. Celui, c'est comme Opening Night de Cassavetes, c'est un vieil acteur qui se réveille d'une ivresse assez lourde au moment où le théâtre a fermé et persuadé qu'il est dans sa tombe, qu'il est en train de mourir, donc il revisite tout le répertoire qu'il a joué devant un jeune souffleur totalement ébahi.
Et puis l'autre pièce, l'ours, c'est un moujik qui vient réclamer son dû à une veuve éplorée, qui n'a pas du tout les moyens de lui rendre cette dette. Et le moujik est d'une indélicatesse incroyable et pousse tellement à bout cette femme qu'elle est une colère tellement énorme que le moujik en tombe éperdument amoureux. Voilà, c'est cette petite histoire. Ensuite, je confierai à Claude Mathieu, grand sociétaire de cette maison que vous connaissez tous, je lui donne la responsabilité du cabaret. Voilà, nous continuons le cabaret et il sera cette année consacré à ce grand musicien et cet immense poète qu'est Léo Ferré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très jolie mise en scène d'Anne Kessler au studio théâtre qui était sur ce portrait, cette photo qu'on a tous de la rencontre improbable et impromptue entre Brassens, Ferré et Brel. Thierry Nancy a fait un remarquable cabaret Brassens il y a 2 saisons, je crois. Nous en sommes Ferré, j'espère bien que nous arriverons à Brel. Et dans le même temps que ce cabaret, qui sera à 18h30, dans le même temps d'exploitation, nous aurons une nouvelle série qui commencera à 20h30, juste après, qui s'appelle Saint-Luis. Vous connaissez tous l'insigne de cette maison et de la troupe qui est Simul et Simulis. Simul étant être ensemble, l'art d'être ensemble, l'obligation de mettre au pot commun son art, et Saint-Luis, le fait de devoir en même temps dans cet ensemble être des artistes extrêmement singuliers. On passe une carrière dans cette maison à mettre au pot commun, et de temps en temps, évidemment, on développe l'envie de pouvoir être singulier, de pouvoir être seul. Donc, les singuliers seront des sortes de monologues. C'est Denis Podalides qui commencera avec, vous en avez peut-être déjà vu, une représentation, ce que j'appelle l'oubli, qui est aussi un spectacle qui tournera en France au nom de la Comédie Française un petit peu avant, de Laurent Mouvigny, qui est un monologue absolument splendide. Ensuite, Elliot Génico, que vous connaissez tous, a fait une représentation, une sorte de carte blanche, comme ça, impromptue, au théâtre du Colombier l'année dernière, où il a travaillé sur les textes de Raymond DeVos, sur un spectacle qu'il a appelé « Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient ». Et ces textes de Raymond DeVos, en les réécoutant, c'est une telle fête de l'esprit et de l'intelligence et de la littérature de Raymond DeVos que je me suis dit, c'est dingue que les jeunes humoristes ne m'emparent pas plus que ça. Finalement, cette pensée tellement incroyable nous est assez peu redonnée. Et Elliot, qui a un passé qui n'est pas de théâtre classique, et ça fait tout son sel, a un passé de stand-up notamment, et un passé de circassien, m'a fait me souvenir que Raymond DeVos, son embonpoint à la fin ne le laissait plus supposer qu'il avait été circassien. Lui aussi est musicien, et il y a une rencontre entre les deux que je trouve absolument magnifique. Donc j'avais à cœur de lui proposer et de vous proposer de pouvoir voir ce monologue absolument magnifique. Christian Bonneau, ensuite, sociétaire de cette maison, travaillera, c'est une création sur Compagnie de Samuel Beckett, qui est un magnifique monologue d'un homme qui discute dans la nuit avec ses propres plusieurs voix. La dernière personne qui a joué ce spectacle était Pierre Dux. Voilà. Le 4e sera une proposition de Coralie Zamérou qui travaille sur, ça n'est pas un auteur, c'est une femme qui a écrit ses pensées, son observation du monde, qui est Griselidis, Réal, qui est une Suissesse, qui est une vie assez incroyable, notamment dans la prostitution, et qui a écrit des textes absolument splendides, rares, violents, sur le rapport des hommes et des femmes. Coralie Zamérou est tombée totalement amoureuse de ses écrits et a très à cœur de les présenter, donc ce sera le 4e Saint-Luis. Et ensuite, le dernier spectacle du studio théâtre sera une mise en scène de Gilles David, autre sociétaire de cette maison, qui va monter un texte de Michel Vinaver. Je ne présente pas Michel Vinaver, qui est nos plus grands auteurs français. Il a le même privilège que Édouard Bond, il est vivant, il est déjà classique. Ils ne sont pas nombreux à avoir ce privilège de pouvoir se regarder de son vivant. Michel Vinaver, il a cette chose assez exceptionnelle, c'est qu'il a eu 2 carrières très longues, tout à fait parallèles. C'est qu'il a été un écrivain de théâtre depuis très longtemps et qu'en même temps,
Il était PDG de Gillette. Voilà, il a fait une grande carrière dans l'industrie. Et il a toujours écrit sur justement le miroir entre les deux. Et cette pièce s'appelle La demande d'emploi. C'est l'histoire d'un quinquagénaire qui tente de retrouver du travail face à un chasseur de tête, qui n'est pas totalement convaincu de la pertinence de sa proposition. Et on voit dans un entremêlement temporel assez fin et assez incroyable quelles sont les implications d'un refus, d'une demande d'emploi sur la famille directement, notamment sur l'épouse et sur la fille qui est une jeune adulte. Voilà, et Michel Vinaver sait de quoi il parle et ça se ressent dans cette pièce. Pour les séries au studio théâtre, je vous en ai parlé, donc le bureau des lecteurs qui continue, il y a toujours 3 séries de lecture au Vieux-Colombier et 3 séries de lecture au studio théâtre. Et il y aura la poursuite également des écoles d'acteurs. Voilà, parce que je trouve que cet exercice que je mets en parallèle avec le premier des acteurs, qui est voilà, un rendez-vous entre vous et la troupe, que je trouve absolument magnifique, où on entend des gens qui ont 50 ans de métier en parler, où on entend des gens qui ont 8 ans de métier en parler, et c'est passionnant à chaque fois de savoir de rentrer un petit peu dans la cuisine des acteurs. On espère tous un jour que Catherine Samy accepte de le faire. Elle continue, malgré la douce et forte pression, à dire non, je n'ai rien à dire. La manière déjà dont elle dit je n'ai rien à dire, tellement impressionnant et intéressant. J'essaie de la pousser, mais je n'arrive pas, j'espère y arriver un jour, vraiment. Je voulais vous parler aussi, qui est une proposition hors le mur. Vous vous souvenez que nous avons des partenariats avec le 104, qui s'appelait l'écriture de scène, où certains comédiens de la troupe avaient travaillé avec des metteurs en scène, des jeunes metteurs en scène étrangers, pour faire une sorte de lecture améliorée, parce qu'il y avait une semaine de répétition. Nous agrémentons, nous augmentons un petit peu la voilure de ce partenariat qui m'est cher. Voilà, c'est José Manuel González, le directeur du 104, qui fait une programmation absolument magnifique, extrêmement contemporaine. Je trouve ça très joli que la Comédie Française puisse s'associer à ce lieu et que nous partagions toujours l'alpha et l'oméga. Nous allons travailler avec une jeune metteuse en scène qui s'appelle Chloé Gabert, qui était, je viens de présider un jury de théâtre émergent contemporain qui était organisé par la Colline, le Rond-Point et le 104. Et c'était la lauréate de l'année dernière, c'est Chloé Gabert, et qui a envie de monter et d'adapter un très joli roman que je pense que vous avez lu, qui est un roman de Lola Lafont, qui s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais, et qui est sur l'histoire de cette jeune gymnaste qui s'appelait Nadia Comaneci. Voilà. Et ce sera donc avec les comédiennes, 2 comédiennes de la Comédie Française. Ça se passe donc au 104. Et puis, je dois vous mentionner aussi les efforts qui avaient été faits et initiés d'une très belle façon. C'était une excellente idée par Muriel Mayette-Holmes, notamment sur l'existence des 6 élèves comédiens dont vous avez pris l'habitude de la présence sur ce plateau. J'aime beaucoup cette idée parce que ça concerne des élèves qui sortent des 11 écoles nationales de France et qui donc, les 1 an qui passent à la Comédie Française, font une sorte de 4e année. Voilà. Très souvent, quand on est jeune comédien, on sort des écoles avec des doxas, avec des espèces de théories sur l'art assez grandes et quelquefois assez peu expérimentées. Et je trouve que le bain de réalité que représente cette maison est absolument incroyable pour ça, parce qu'il passe ces jeunes gens par tellement d'esthétique, par tellement de manières de diriger, par tellement de théâtres différents. Ils suivent des créations, ils sont dans des reprises, on leur demande d'être lents, on leur demande d'être rapides. Ils sortent généralement essorés physiquement, tellement ils travaillent avec nous, mais avec un paysage tout d'un coup un petit peu plus fondé et un petit peu plus large. Et puis, comme je suis scénographe, je vais de temps en temps faire des masterclass ou des rencontres avec des classes de scénographie dans pas mal de lieux. Et dernièrement, j'en ai fait une, je voyais des jeunes scénographes qui étaient très forts sur la manière d'expliquer leur projet, sur des choses que je trouvais un petit peu conceptuelles. Et puis évidemment, je leur ai dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une costière, un machiniste?
face, lointain, court, jardin, cintre, dessous. Je me suis aperçu que je leur parlais chinois, et je leur dis, mais votre métier, c'est quand même de connaître les plateaux. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est venir sur les plateaux, parce que très souvent, au théâtre, finalement, l'art est de faire un plus avec toutes les contraintes qu'il y a avant. C'est faire le plus avec l'ensemble des mots. Et je leur ai dit, c'est vraiment une chose à apprendre, et je suis reparti de là en me disant, il faut absolument que j'augmente la voilure de ces élèves comédiens pour augmenter et leur adjoindre un élève scénographe, un élève dramaturge et un élève costumier. Donc ils sont 9 cette année au lieu de 6. Cette maison a l'immense privilège d'avoir des ateliers de construction de décors, des ateliers de costumes, et je pense que ces jeunes élèves auront vraiment une grande chance de traverser pendant un an nos ateliers. Voilà pour les élèves. Ce que je voulais dire un petit peu, vous parler de l'audiovisuel de cette maison. Nous continuons, je dois voir la présidente Marté très bientôt, cette série de captations dont je vous parlais de la forêt, des enseignes de flamenco tournées par M. Arnaud Desplechin. On en a eu plein depuis, notamment je vous parlais de celle tournée par Valérie Tedeschi il y a pas longtemps sur les 3 sœurs. Nous allons continuer, nous avons énormément de projets à lui soumettre. Nous venons de re-signer un contrat triennal avec France Télévisions pour une captation par an des spectacles en direct. Elle va se faire dans quelques jours. C'est Lucrèce Borgia qui va être captée et qui sera sur Culture Box en même temps à partir du 26 juin. Et puis nous venons de signer aussi un protocole audiovisuel avec la troupe qui va nous permettre de mettre en réseau sur tous les canaux qui ne cessent de s'ouvrir, de travailler aussi plus facilement avec l'Éducation nationale et l'INA pour pouvoir proposer évidemment le catalogue immense de la comédie française qui intéresse les uns et les autres. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les propositions. Je regarde ma petite feuille et je crois que c'est tout, que je vous parle aussi ici peut-être des œuvres radiophoniques. Nous continuons à travailler avec M. Lebrun sur la marche de l'histoire, c'est une chose qui s'augmente de plus en plus et que nous aimons beaucoup. Et puis nous continuons évidemment notre partenariat avec France Culture. Nous avons en projet, et ça commence à se faire, les comédiens français ont été choisis pour interpréter et devenir les voix de Tintin. Tintin, Hulot, Capitaine Haddock, etc. Je trouve que l'idée est magnifique. Donc, nous commençons par 3 albums et nous espérons que ça va continuer. Et je trouve ça formidable que les sociétaires et pensionnaires du français deviennent les voix de ces personnages tellement incroyables. Nous faisons aussi assez régulièrement des lectures en public au studio 104 de Radio France, qui sont des choses que je trouve infiniment belles, parce qu'on assiste à un exercice de fil de ferriste. On a la possibilité du son magnifique que donne le micro, on a la possibilité magnifique de voir un bruiteur, de voir comment ça se fait, et puis en même temps, on a un exercice sublime d'un acteur avec brochure, en train d'interpréter une chose qu'il est en train de maîtriser. C'est cet instant du travail qui est toujours extrêmement beau. Et je me suis dit, je crois que Topo en parlait déjà, je me suis dit que Racine était une écriture pour la radio, donc nous avons comme projet d'essayer d'enregistrer l'ensemble de l'œuvre, des œuvres, des tragédies de Racine à la radio. C'est une chose qui va venir. Voilà, ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour de cette saison. Je vous remercie énormément de votre attention. Il y a un verre à boire au foyer du public et dans les couloirs de ce théâtre. Mes équipes sont réunies pour répondre à vos questions. Donc je vous donne rendez-vous là. Il faut que nous libérions le plateau parce que ça va répéter très bientôt. Mouzin va arriver pour la reprise du fil à la patte. Donc je vais lui laisser la place. Je vous remercie énormément de votre attention.